Alors à Auschwitz, j'étais le numéro B3692. Et de ce fait, j'avais perdu mon identité qui auparavant était Claude Bloch. On n'a pas idée, surtout à cet âge-là, qu'on va mourir dans la minute qui suit. Parce que vous avez des gens qui tombaient, je suis sûr que 8 avant, ils ne savaient pas que c'était leur dernier pas. On tombait comme ça, on ne s'en rendait plus compte de rien. Je crois qu'on n'était plus le seul monde, puis on était vraiment devenus des animaux. On nous disait à droite, on allait à droite, à gauche, on obéissait. Sinon, c'est des coups de bâton qui nous tombaient dessus. Comme des animaux que vous menez au pré, hein. S'il y en a une vache qui s'écarte, on va avec un bâton lui taper sur la croupe pour la faire revenir dans le droit chemin. C'était ça, sauf qu'il tapait fort. Oui. Extrait du programme du Parti nazi, Munich 1920. Article 4. Seuls les citoyens bénéficient des droits civiques. Pour être citoyen, il faut être de sang allemand. Aucun juif ne peut être citoyen. Dans l'idéologie nazie, la race est la clé de l'histoire du monde, le fondement du conflit opposant les juifs aux aryens, pour garantir l'avenir de la nation allemande. Il faut préserver son sang aryen. Il faut protéger l'existence et la reproduction de notre race et de notre peuple, la subsistance de nos enfants et la pureté de notre sang, la liberté et l'indépendance de notre patrie. La race aryenne doit dominer le monde en s'assurant l'espace vital nécessaire, au détriment des peuples considérés inférieurs, parmi lesquels les juifs et les tziganes. Les camps de concentration et d'extermination seront l'outil développé par les nazis pour anéantir leurs opposants et tout ce qui leur semble négligeable. La solution finale, quant à elle, consiste en la décision délibérée d'exterminer l'ensemble de la population juive d'Europe et en la mise en place des moyens nécessaires à cette extermination. J'ai été arrêté le 29 juin 1944, exactement à midi moins le quart. Nous, on est nés juifs, bah, c'est comme ça. Qui choisit la famille dans laquelle il va naître? Je suis né, on n'a jamais pratiqué la religion, mais on était juifs. Alors le voyage de Drancy à Auschwitz, il nous a embarqués donc ce 31 juillet dans des wagons qui étaient marqués hommes 40 ou chevaux en long 8. Ils nous ont mis entre 80 et 100 par wagon, sans nourriture, sans eau. On a voyagé debout pendant ces 3 jours, avec juste une petite ouverture dans le coin du wagon. Madame Kadosh, lors du procès Barbie en mai 87, témoigna en ces termes. Le 23 juin 1944, j'avais 13 ans. Je retrouve ma mère dans un convoi pour Drancy, puis c'est le voyage vers Auschwitz. 5 jours et 4 nuits dans un wagon à bestiaux. J'étais avantagée. J'étais près de la porte. Il y avait une tinette au milieu. Les hommes tenaient des vêtements tendus pour cacher ce qui faisait leurs besoins. Nous étions tous là à vomir. Le premier matin, on a trouvé un mort. C'est à partir de là qu'on est devenus des gens différents. On était soulagés d'avoir un peu plus d'air et de place lorsqu'on entassait les morts. Alors quand on est arrivé, on était à Birkenau, qu'on appelle aussi Auschwitz II. Il y a eu des hurlements, des aboiements de chiens, finalement des hommes habillés en rayés gris et bleu. On se demandait pourquoi ils étaient tous habillés comme ça. Nous ont dit, vous sautez du wagon, les hommes à gauche, les femmes et les enfants à droite. Donc on a sauté du wagon. Moi, étant pas grand, j'ai arrêté ma croissance à partir de ce jour-là. Je faisais 45 kilos. On était considérés enfants jusqu'à 14 ans, j'avais 15 ans et demi. Mais enfin, ils ne savaient pas mon âge quand je suis arrivé. Donc j'ai eu tendance à aller vers ma mère, femme et enfant d'un côté, qui m'a brutalement repoussé du côté des hommes, alors que le jour de notre arrestation, alors que j'allais mettre un pantalon court, elle m'a dit de mettre mon pantalon long. Alors on s'est perdu de vue instantanément.
et je ne l'ai jamais revu. Alors à la suite de ça, on s'est retrouvé une colonne d'hommes et on approchait d'un SS qui nous regardait comme ça et qui, suivant comme il nous faisait signe d'aller à gauche, à droite. Bon, on a su après que c'était une sélection pour, à nous voir comme ça, mettre d'un côté ceux qu'il estimait aptes au travail et de l'autre côté les inaptes au travail. En sachant que toute femme, c'était pareil du côté des femmes, toute femme qui arrivait avec un enfant à côté d'elle était jugée inapte au travail. J'étais humiliée d'être immatriculée. À 86-24, je me suis pincée jusqu'au sang. Le 4 s'est à moitié effacé. Ce furent mes 10 premiers coups de schlag. On nous a dit, ici on entre par la porte, on sort par la cheminée. Odeur douce, âcre, amère. Je crains toujours de faire brûler un rôti. J'ai des souvenirs comme cela. À l'époque, être sans cheveux, et surtout pour les femmes, alors que c'est la mode des grands cheveux bouclés sur les épaules, c'est épouvantable. Se retrouver sans cheveux quand on est une femme, c'est affreux. On nous coupe les poils aussi, on n'a même pas le droit aux poils, parce que les poils, c'est comme si on a l'air d'un être humain. Quand on est en Europe, on rase tout. Notre guide tout à l'heure nous a parlé de femmes auxquelles on nettoyait ce que je pense, avec un produit qui rappelle l'eau de Javel. Charlotte me racontait, elle est arrivée ici à Auschwitz, elle avait ses règles, la pauvre, et on la tombe, et on lui coupe les poils, et on la met dans les mains d'un bonhomme, c'est un bonhomme qui lui coupe les poils alors qu'elle a ses règles. Vous voyez un peu les filles, vous y pensez, vous vous rendez compte l'effet que ça fait? C'est abominable, mais elle avait compris qu'elle était devenue un animal, qu'elle n'avait plus rien à dire. C'est terminé. Moi j'ai été affecté à un commando de terrassement. Et en rang au pas, encadré par les capots et les SS, on partait sur notre chantier où toute la journée on piochait, on transportait de la terre à droite, à gauche. On n'a jamais su ce qu'on faisait exactement. Un jour on nous a dit qu'on construisait une route, moi personnellement, j'en ai pas vu le début. Enfin. C'est ça, la déshumanisation, c'est mourir au travail, un travail qui est surhumain, qu'ils peuvent à peine faire. Quand on a un travail comme ça, on ne peut pas le faire, on a froid, on a faim, on est épuisé, on a des nuits très courtes. Alors les appels, on descendait. Alors le matin, c'était assez rapide. On descendait, on se mettait debout, au garde à vous, sur une certaine largeur, une certaine profondeur. Les capots avaient vérifié tout ça, le SS venait nous compter. S'il y avait eu un mort ou deux dans la nuit, ça arrivait. Parce qu'avant de se lever, on regardait à notre niveau, si tout le monde se levait. Ceux qui étaient là depuis longtemps, qui étaient épuisés, ils mourent dormant. Donc on descendait. Le matin, c'était rapide, le SS venait nous compter, il ne fallait pas perdre de temps. Il comptait ceux qui étaient debout, il ajoutait ceux qui étaient étendus par terre, les morts, et il regardait sa feuille de la veille pour voir si le nom correspondait. Par contre, le soir, l'appel, quand on rentrait de notre journée de travail, on se remettait au garde à vous debout. Mais alors là, ça pouvait durer 1, 2, 3 heures, il n'y avait pas de limite. La journée était finie, il n'y avait plus rien à faire. Alors le SS prenait tout son temps pour venir nous compter. Donc on était le soir le même nombre que le matin, quelquefois peut-être moins nombreux debout que le matin, parce qu'on rentrait du chantier, ceux qui étaient tombés morts pendant la journée, celui ou ceux, et on les ramenait en les tenant par les pieds sous les aisselles pour les coucher devant nous et qu'ils fassent partie de l'appel du soir. Pour qu'ils les ajoutent, pour voir s'il avait le même nombre que le matin. Mon amie Paulette, qui est morte l'année dernière, un matin, elle se réveille, elle était mal, elle avait de la fièvre. Et ma mère, qui était chef de baraque, lui dit, écoute Paulette, tu ne peux pas aller à l'appel comme ça, on va te cacher. Elle la cache sur un chalis avec un peu de paille. Manque de peau. Ce jour-là, le capot entre dans la baraque. Il voit quand même un petit tas. Il rejette la paille comme ça. Qu'est-ce que tu fous là? Allez, dehors. Et Paulette, qui avait 8 ans, s'est retrouvée avec toute sa fièvre, dehors, pieds nus dans la neige. Il n'y avait pas d'hygiène. Il n'y avait pas d'hygiène. On se levait le matin. On se levait, on déshabillait pratiquement jamais. On se levait, on allait pour l'appel du matin, on descendait.
Mais pratiquement, si par hasard on allait au lavabo, il y avait un tuyau où il coulait un peu d'eau, mais il fallait faire vite avec les mains, se passer un petit peu d'eau sur la figure. Mais c'était tout, on n'avait ni savon, ni rien pour s'essuyer. C'était rien, il n'y avait aucune hygiène. Les toilettes, n'en parlons pas. À Birkenau, pour ceux qui y sont allés, c'était épouvantable, c'était des trous les uns à côté des autres. Les gens s'asseyaient, ils étaient à peine assis qu'il fallait qu'ils se relèvent. Mais il n'y avait pas de problème, tout le monde avait la dysenterie, alors c'était très rapide. C'était très rapide, mais ni papier hygiénique, ni rien. Pratiquement, je ne me rappelle même pas avoir changé de vêtements du temps qu'on y était. Je ne sais plus dans quel état on était, mais c'était épouvantable. C'était épouvantable, on était couverts d'abord de vermine, de poux, de tout ce qu'on peut imaginer, malgré qu'ils nous tondaient régulièrement. Il y a la crasse, et il y a des gens qui mouraient de crasse. J'en ai vu, je me souviens d'une femme de notre groupe qui est morte de poux et de crasse, c'est horrible. Elle avait lâché, elle n'a plus le courage d'essayer de se laver. Alors la déshumanisation sont donc les coups aussi, mais pour moi, la pire des déshumanisations, c'est la faim. Dans un camp, on a faim. La faim, ça fait mal. Je me souviens, s'il y en a parmi vous qui ont lu mon livre, il y a un moment où je dis que je me roule par terre en criant « Maman, j'ai faim ». La faim, ça fait mal. C'est un appareil digestif qui travaille dans le vide, et on ne peut rien y faire. Et ça, pour moi, c'est la pire des déshumanisations parce que je pense au loup. Le loup qui sort du bois, qu'est-ce qu'il pense dans sa tête de loup? Il faut que je mange, je pense qu'à ça. Alors, quand un déporté qui est redevenu presque un animal ne pense plus qu'à ça, c'est qu'il redevient vraiment un animal. Parce que le déporté qui a sa tête vide, sauf de l'idée de manger, c'est à ce moment-là qu'on peut lui faire n'importe quoi. Je me souviens à Bergen-Belsen, il y a des femmes qui ont renversé le bouteillon de soupe. Les bouteillons de soupe, ils ont soit 25 litres, soit 40. Les 25 litres, on les porte à 2. Les 40 litres, on les porte à 3, comme ça. 2 bouteillons. C'est affreusement lourd pour des gens qui n'ont plus de force. Et un jour, il y a des femmes, elles l'ont renversé. On ne leur a pas remplacé. Eh bien, croyez-moi si vous voulez, mais c'est vrai parce que je les ai vues. Les 50 femmes étaient là par terre en train de laper. Vous entendez bien. Laper. Comme un chien. C'est ça la déportation. Ceux qui faisaient semblant de juger, bon, ils les enfermaient dans des cachots. Ceux qui sont au sous-sol, ils se tenaient à 4 ou 5 debout pendant 24, 48 heures, 3 jours, sans rien manger, sans rien, jusqu'à ce qu'ils soient morts. Et condamnés à mort, eh ben, ils se déshabillaient dans la prison, ils sortaient par une porte qui donnait sur une cour intermédiaire. Il y avait ce qu'on appelle le mur des fusillés. Ils étaient soit fusillés, soit alors il y avait des poteaux où ils les pendaient la tête en bas sous les bras et ils attendaient que le mort s'en suive. Ils avaient les épaules qui se détachaient presque par leur poids, même s'ils n'étaient pas très lourds. Des expériences médicales? Si par exemple à la sélection à l'arrivée à Birkenau, parlons des enfants, ils le faisaient sur les adultes aussi, mais parlons des enfants. Le SS qui procédait à cette sélection, il voyait des enfants qui ne lui paraissaient pas normaux. Pour lui, trop petit, trop grand, peu importe. Les jumeaux, il aimait beaucoup les jumeaux. Alors il les mettait de côté pour faire ses expériences médicales. Il les nourrissait correctement pour qu'ils restent dans l'état où ils arrivaient. Et il leur faisait des injections de produits, il leur faisait avaler des comprimés, des cachets, je ne sais pas quoi. Et au bout d'un certain temps, peut-être 3 semaines, 1 mois, 3 mois, quand ils avaient fini, entre guillemets, leur constatation, piqûre de phénol dans le cœur, il les tuait comme ça. Je parle des enfants, mais pour les adultes, c'était un peu pareil. Nous, on savait que les gens étaient gazés, mais on ne savait pas comment ça se passait. Alors maintenant, voilà ce que les guides nous disent, par exemple, à l'arrivée du train. Ils rassemblaient les hommes, les femmes, les enfants, ils les menaient dans un des 4 bâtiments qui étaient à Birkenau, dont 2 en sous-sol, les numéros 2 et 3. Ils faisaient par exemple le numéro 2, ils arrivaient dans une grande salle qui avait décroché au mur numéroté. On leur disait après ce voyage que vous venez faire, vous êtes fatigué, vous allez prendre une douche, ça va vous détendre. Mais vous voyez, vous avez décroché numéroté.
déshabillez-vous, mettez vos vêtements crochets, mais surtout repérez votre numéro. Parce que vous êtes nombreux. Vous voyez, dans notre train, nous, qui est arrivé, il y en a 720, plus 300 enfants qu'ils avaient amenés, en plus, qui ont été conduits dans ces douches. Alors les gens se déshabillaient, et repérez bien votre numéro, vous êtes nombreux. Si vous ne le repérez pas, vous ne retrouverez jamais vos vêtements en sortant. Alors ils entraient dans la salle de douche qui était bien installée. Il y avait pas de douche, les tuyaux et tout. Mais comme c'était en sous-sol, cette salle de douche, il y avait des SS au rez-de-chaussée qui avaient des boîtes de conserve avec des granulés dedans. Ils jetaient ces granulés dans une cheminée qui, au contact de l'air, se transformait en gaz. Et les gens en dessous, ça arrivait par les pommes de douche, les gens en dessous, ils tombaient les uns après les autres. Il était considéré qu'au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, tout le monde était mort. Alors à ce moment-là, rentrait en action un commando comprenant une soixantaine de déportés qui sortaient les corps de cette chambre à gaz, puisqu'en réalité c'était une chambre à gaz, et les emmenaient sur des chariots dans des ascenseurs qui les remontaient au rez-de-chaussée dans les fours crématoires. De Auschwitz à 3 km de Birkenau, on sentait les odeurs, on voyait la fumée. On voyait la fumée, par exemple, quand on arrivait par le train à Auschwitz, puisqu'on a fait nos 3 km à pied, vous en aviez certains d'entre nous, parce qu'Auschwitz c'est un camp d'hommes seulement, alors que Birkenau c'est un camp mixte. Mais vous en aviez certains qui, le lendemain ou une heure après, disaient à ceux qui étaient déjà là depuis quelque temps, « Je suis arrivé avec mon père, je suis arrivé avec mon ou mes frères, je les vois pas, tu sais pas ce qu'ils ont pu devenir. » Alors l'autre qui était là depuis longtemps, on perd toute humanité. Il disait, tu vois la fumée là-bas, parce qu'à 3 km, on voyait la fumée. Et bien ils sont sortis du camp. C'est comme ça que ceux qui arrivaient, qui ne voyaient plus leur père et leur frère, savaient que, parce qu'on a su très vite qu'il y avait des chambres à gaz et des crématoires. Marie-Claude Vaillant-Couturier témoigna ainsi lors du procès Barbie le 6 juin 87. J'étais à Auschwitz depuis 1 an déjà, et je me souviens qu'à l'époque, je me disais que si quelqu'un sort vivant d'ici et raconte ça, on ne nous croira pas. Parce qu'il y a des choses que l'imagination humaine ne rend pas crédibles si on y a pas assisté soi-même. Il y avait une telle cadence dans ces convois d'Hongrie que les fours crématoires d'Auschwitz ne suffisaient plus à brûler les cadavres. Alors les SS ont fait creuser par des détenus de grandes fosses dans lesquelles ils mettaient des branchages et de l'essence, et qu'ils allumaient et jetaient les cadavres dans ces fosses. Et une nuit, nous avons été réveillés par des cris atroces. Et nous avons appris le lendemain qu'on avait lancé des enfants vivants dans les cuves. Au moment où on a été libérés, qu'on est arrivé en Suède, j'ai repris mon nom, Claude Bloch. Et j'avais toujours mon matricule sur le bras, mais il ne me servait plus à rien.